Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film américain sorti le 17 avril dernier en France nationalement, Le Roy, ou en version originale, Le Roy, Texas, qui a reçu pas mal de prix au festival américain de Deauville il y a quelques mois et que donc on a pu avoir en salle, alors certes en sortie assez limitée en nombre de copies, mais j'ai eu la chance de le rattraper, ce premier long métrage réalisé par Shane Atkinson, qui avait fait que des courts jusqu'ici, avec au casting quelques bouilles qu'on reconnaît, notamment John Magaro, qu'on a pu voir dans First Cow de Kelly Reichardt, Steve Zahn, qu'on retrouve souvent dans des rôles comiques, et ici c'est un petit peu le cas, tandis que Dylan Baker joue un tueur, et il n'a jamais autant ressemblé à Steve Buscemi. Moi, j'ai toujours trouvé une ressemblance entre les deux, mais là, en plus, vu le contexte, ouais, bon, je vais en parler très vite de celui-ci. Et il s'agit d'une comédie thriller qui lorgne vers forcément des aspects western dans l'ambiance, qui va raconter l'histoire de plusieurs personnes dont les destins vont se croiser. Hein, c'est souvent comme cela dans ce genre de film américain qui se passe dans un lieu assez clos, celui de Leroy, qui n'est pas une ville existante pour de vrai, hein, mais c'est quand même dans le Texas, où Ray, qui est un gars assez loser hein, sur le papier, un vrai pushover, hein, d'ailleurs c'est dit dans le film, un pigeon quoi, qui n'est pas très adroit en société, et qui a une forme d'idéalisme aussi, qui refuse une certaine réalité également, qui va apprendre un beau jour, alors qu'il n'a absolument rien demandé, de la part d'un détective privé qui vient de le devenir, que sa femme le trompe. Alors, une scène assez traditionnelle dans sa mise en scène, dans un diner, tout cela. Skip, donc, joué par Steve Zahn, ce détective qui est débutant, a laissé une note à Ray, même qu'il prétend le connaître, mais pas plus que cela, et il lui dit un truc que Ray refuse de croire, et puis il lui dit « mêle-toi de tes affaires ». Et en parallèle, vous avez un tueur nommé Harry, donc, qui vient on va dire, exécuter un contrat à Leroy. D'ailleurs, le film commence avec lui sur une route. Il reçoit un coup de téléphone et Where is Leroy? Eh ben, Leroy, Texas. C'est ainsi qu'apparaît le titre du métrage. Et forcément, à un moment, Ray va se retrouver malgré lui en lien avec cette histoire, alors que lui ne cherche qu'une chose, à mettre fin à ses jours. Voilà. Parce que en plus donc d'apprendre que sa femme le trompe, enfin même s'il n'y croit pas vraiment, on sent quand même que ça le perturbe, il se rend compte de plus en plus que son frère Junior, avec qui il tient une sorte de boutique d'outillage, voilà, hein, le descend en fait hein, devant tout le monde. Il prend le dessus, personne ne le respecte. Bref, il a une vie minable, quoi. Et à un moment, il va s'acheter une arme. Hein, c'est très facile au Texas. Hein, discours sur l'Amérique, mais bon, c'est quand même l'État le plus permissif sur des armes à feu. Et il va en finir hein, sur le moment dans une voiture, sauf que non. C'est à cet instant qu'un quiproquo se met en place et le contrat qui doit être confié à ce tueur qui arrive va être confié par erreur à Ray, qui va peut-être voir ici une opportunité de combler cette épouse qu'il va voir ailleurs. Parce que celle-ci veut ouvrir un salon esthétique, elle qui a été une célèbre, localement en tout cas, enfin on sait pas trop, reine de beauté, elle n'a qu'un rêve, faire plaisir à d'autres femmes, voilà, leur donner l'impression que quand elles sortiront de son salon, elles pourraient être élues reine de beauté tous les jours. Ok, mais elle a besoin d'argent pour cela, et elle, on va dire, pointe du doigt son mari qui n'est pas capable de ramener le fric, enfin, c'est un petit peu l'histoire comme cela. Euh, alors que le frère, justement, de Ray, lui, semble avoir de l'argent qui tombe de nulle part. Hein. Soi-disant, il fait des coups et il va même acheter un bateau, alors que ça n'a absolument aucun intérêt dans cet endroit. Enfin, on est vraiment bloqué ici dans une situation qui fait que de toute façon, ce pauvre Ray va rentrer encore plus loin dans l'absurde de sa vie, puisqu'il n'arrive même pas à en finir, et il va essayer donc de devenir ce tueur par procuration, avec la maladresse qui le caractérise, pour l'argent et tout. Enfin, on sent qu'il va essayer de se perdre, en fait, dans ce faux rêve américain qu'il ne peut pas vraiment vivre et que de toute façon, personne ne peut véritablement concrétiser dans un endroit quasi mortifère. C'est ça qui est assez intéressant. Et voilà, j'arrive à presque 5 minutes de podcast et j'ai fini le synopsis. C'est assez complexe, hein, tout cela. Et vous reconnaissez peut-être dans cette intrigue une tonalité style frère Cohen. Eh ben on est vraiment là-dedans. Shane Atkinson, il réussit, on va dire, un pari extraordinaire, ressusciter cette ambiance
quasiment d'un autre temps, parce qu'on le sait maintenant, les frères Cohen, bah déjà, ils ne sont plus ensemble. On a vu quand même le travail assez foireux de Ethan en solo sur son Drive Away Dolls récemment. J'ai pas vu ce qu'a fait Joel, lui, sur Macbeth, mais bon, c'est compliqué. Et comme je l'avais d'ailleurs mentionné plus ou moins dans Drive Away Dolls, on sent que le cinéma des frères Cohen n'est plus trop, on va dire, à la mode. On sent qu'ils ont à peu près tout dit. Et bien ici, Shane Atkinson, il fait quelque chose de très fort, parce que ce premier film est vraiment très bon. Il remet, on va dire, cette ambiance-là. Alors certes, ça manque encore de personnalité, c'est le seul vrai gros problème, on va dire, du film, parce que si on avait mis à la fin ou au début réalisé par les frères Cohen, on y aurait cru. On voit pas forcément la plus-value peut-être d'un auteur qui, ici, on va dire, recrache ses influences, mais il le fait avec un vrai talent d'écriture. Tant et si bien que même, voilà, on pourrait fantasmer ici que oui, c'est un Cohen qu'on n'aurait jamais pu voir s'il n'avait pas lui-même mis la main à la pâte. Mais bon, c'est vraiment son travail à lui quand même. On sent que ça respire ce cinéma-là. C'est pour ça que je comparais d'autant plus Dylan Baker à Steve Buscemi, qu'on a vu beaucoup chez les frères Cohen. Et c'est vrai que, bon, là, il est utilisé avec cette idée-là. Façon aussi Javier Bardem dans No Country for Old Men, parce qu'il y a de ça également. Mais on est plus proche peut-être d'un Fargo délocalisé au Texas, pour quelque chose quand même, je trouve, de magnifiquement atmosphérique, qui commente la société américaine d'une façon assez désabusée, et sans la situer dans un temps particulier, même si le réalisateur essaye quand même de nous dire voilà où on en est aujourd'hui dans mon pays, à aucun moment tu pourrais précisément dater l'intrigue. Ça pourrait être dans les années 90, 2000, 2010. Je ne me souviens pas avoir vu un téléphone portable, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que Quentin Dupieux fait parfois aussi dans ses films. Alors rien à voir dans le style, mais l'idée de mettre ses métrages en dehors de toute possibilité purement de datation possible. Voilà, je me fais comprendre, j'espère. Et ça fonctionne parce que justement, on a l'impression d'être perdu ailleurs. Alors oui, au beau milieu de nulle part au Texas, on sait même pas où c'est. C'est un endroit que finalement, tu as l'impression seuls les habitants locaux connaissent et ils gravitent autour. On a une sorte de faux road movie avec des moments sur la route et tout, mais qui nous ramène toujours dans cette ville paumée, une sorte de purgatoire américain où des gens ont cru vivre des belles choses. Certains ont leur rêve américain, on ne sait pas trop comment, notamment le frère du personnage principal, hein, qui s'achète des trucs et qui a l'air très heureux, mais en mode un peu beauf, local. On sent que il n'en dit pas long, mais il doit faire quelques magouilles à côté. Vous avez aussi celles et ceux qui espèrent vraiment encore, notamment donc l'épouse de Ray qui veut ce salon de beauté, mais vous voyez le rêve américain totalement artificiel derrière, et celui qui essaye aussi de le vivre par procuration d'un autre temps, Skip, donc joué par Steve Zahn, ce détective qui s'habille en cow-boy et qui espère en cela retrouver une forme de grandeur, mais il est totalement ridicule, hein. Le film le tourne en dérision absolument parce que il est médiocre, ça se sent. Et il fait des bêtises. Enfin, pourtant, il a l'air passionné. C'est ça qui est amusant. On a des personnages comme ça qui sont nuls, mais on a envie d'avoir de l'empathie pour eux. Nuls ou qui n'ont pas de bol. Ray, c'est plutôt celui qui a pas de bol, mais qui est quand même pas très doué. Mais qui est un peu, voilà, il a envie d'y croire malgré tout, ou pas. C'est un peu entre les deux. Le coup du destin fait qu'il se sauve, on va dire, d'un suicide assuré pour tenter autre chose, mais en mettant le nez là où il faut pas. Et Skip, le gars qui a l'air hyper enthousiaste, mais qui fait un peu des bêtises, mais voilà, il se fait en plus totalement harcelé par deux flics, probablement ses anciens collègues en plus, qui lui font des coups bas. Enfin, la police, elle est montrée, enfin voilà, autour du shérif local, dont on ne voit rien d'ailleurs, sont montrés en mode on sert à rien, on fait que des bêtises aussi, mais autrement. Enfin, c'est une Amérique qui ne fonctionne pas, en fait, qui nous est présentée là, paumée au milieu de nulle part, qui mélange un peu les périodes, les époques, et forcément, derrière, vous avez des magouilles, des meurtres, et ce tueur qui essaye de finir ce qu'il a commencé, c'est sa seule idée, en fait. Il a ce contrat, il aurait pu laisser tomber parce que quelqu'un l'a fait à sa place, oui, bon, a pris sa place, mais non, il veut aller au bout et comprendre pourquoi. Donc, c'est ici un cercle vicieux, une boucle infernale qui enferme tout le monde, donc, au milieu de nulle part à Leroy, et il se passe des choses entre absurdité, retournement de situation. Le scénario est parfois trop alambiqué pour rien, en fait, mais tu comprends pourquoi. C'est pas que tu te perds, mais des fois, il y a des sous-intrigues de sous-intrigues. Ok, c'est juste parce que bah oui, tout se passe là-dedans en mode consanguinité d'une Amérique
qui ne se sort pas de ses problèmes, et donc un problème en appelle un autre, et c'est souvent complètement ridicule, mais il y a quand même la mort qui rôde, enfin voilà. On a donc cette ambiance-là, portée par une mise en scène très soignée, une photographie remarquable, hein, qui joue souvent d'ailleurs avec un côté terne crépusculaire, pas mal de scènes de nuit avec des néons, on sent que tout est artificiel et faux en fait, et des moments quand même de paysage, mais on va jamais avoir la grandeur d'un western non plus, parce que tout est renfermé, et la bande son qui est extraordinaire aussi, parce que il y a quand même des francophones qui ont bossé sur le film, hein. Ça se voit à travers les noms, c'est intéressant, mais alors cette musique-là, évidemment, ça colle avec le côté western un petit peu mortifère, quoi, voilà. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Donc oui, c'est un film que je vous conseille, le Roy Texas, parce que même si parfois c'est un peu surfait, que ça manque, on va dire, encore d'une patte personnelle, tout est très bien géré dans l'écriture, même si parfois un peu trop, dans, on va dire, les cadrages, parfait, précis, souvent statique également, hein, qui colle avec la photographie pour montrer que justement on est un petit peu nulle part et on bouge pas. C'est une Amérique qui bouge plus. Et le montage aussi qui est très efficace. Et puis bien sûr, de grandes prestations qui sont pas ultimes mais qui collent bien avec ces personnages désabusés ou faussement enthousiastes. Rien n'a l'air véritable là-dedans. Et pourtant, c'est l'Amérique de Shane Atkinson dans ce Leroy, Texas. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Une belle surprise qui fait du bien après le Drive Away Dose de Ethan Cohen qu'on a envie d'oublier, d'ailleurs qu'on a déjà oublié. À vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.